Le lendemain soir, 13 décembre 2005, il refuse son dernier repas. À chaque fois, je me gourre. Là, je vais dans un autre gangster, quoi. On parlera de lui après, peut-être. J'en étais où. La même mort, c'est un code moral, voilà. Qui est mi-militaire, mi-militaire. Désormais, celui qui vole, viole ou tue son codétenu sera jugé par le groupe. La sanction est presque toujours la même, la mort. C'est un code moral qui est mi-militaire, mi-biblique, explique le photographe et artiste français Vincent Rosenblatt, qui travaille beaucoup dans les favelas. Tu ne touches pas à ton frère, ce code de conduite apparaît sous la dictature comme une sous-culture de la prison. Il apporte une sorte de supplément culturel ou de supplément d'âme totalement fictionnel parce que les prisonniers sont aussi violents et sanguinaires que d'autres, mais dans la prison dit A grande, ces détenus soudés, se voyant comme les formations de combat unies de la Grèce antique, adoptent le nom de phalange rouge, de la couleur de leur engagement, et prennent pour devise justice, paix et liberté. En 1979, un rapport pénitentiaire interne les qualifie de commandos rouges, commando vermelho. Ce sera désormais le nom de cette organisation, sans chef, mais dans laquelle William da Silva Lima, autodidacte, érudit et charismatique, reste le plus écouté. Je n'ai pas fondé le CV, protestera-t-il, toute sa vie, il est né par lui-même. De l'oppression. Très vite, les 90 prisonniers de Funda font serment autour des règles édictées par William et ses camarades, formant un véritable syndicat. Ils luttent et obtiennent de nouveaux droits sortis de leur trou, recevoir des visites, travailler et participer aux activités de la prison. C'est une petite révolution de voir que notre union dans le Fuendao nous a permis d'avoir plus de liberté, fut une immense joie. Commente William, cette solidarité sera la force de notre groupe jusqu'à la mort. En haut lieu, on regrette sérieusement d'avoir enfermé guerrieros et braqueurs dans les mêmes cellules. Il faut dissoudre cette union au plus vite. Les leaders sont donc dispersés, envoyés dans d'autres prisons de l'État de Rio. Dès 1976, William est transféré sur le continent à 34 ans, avec déjà plus de 10 ans de placard. Son statut a changé, on le surnomme désormais professeur. Professeur. Ah ouais, professeur. Ça rappelle un peu la Cate Papel où Jules il fait un son qui s'appelle professeur. Par contre, j'aime bien les histoires des gangsters et je fais partager ça à titre éducatif. Et il y a aussi un peu de la sociologie dedans. C'est passionnant. Ce livre il s'appelle Gang Story pour ceux qui veulent l'acheter. Voilà. Il y a de la sociologie, il y a un tas de trucs, quoi. Ça montre comment des gens peuvent devenir des gangsters, des tueurs, des voleurs, des braqueurs. Et en général, ça se finit mal, quoi. Voilà, donc c'est passionnant, je trouve. De Rio dès 1976, William est transféré sur le continent à 34 ans, avec déjà plus de 10 ans de placard. Son statut a changé, on le surnomme désormais professeur. Le professeur, j'ai trouvé là des milliers de détenus qui n'attendaient que de s'organiser, poursuit-il. J'ai vu un homme mourir pour un morceau de pain, j'ai vu un jeune père de famille devenir la femme d'un détenu, plus âgé, plus fort. Alors, pour nous empêcher de devenir des animaux, j'ai proposé qu'on suive des règles. Ouais, donc voilà, en fait, ils vont suivre des règles, pas se tuer entre eux, quoi. Ils vont s'unir contre l'État, quoi. Le gang, les commandos. Voilà. En fait, ils vont faire sauter des casernes de police, faire des kidnappings, enfin voilà quoi.
C'est un peu la même histoire que Dudu, quoi, en fait. Je l'ai lu aussi. Parce qu'après, je peux pas non plus tout lire, parce qu'en lisant tout, je peux m'exposer à des droits d'auteur. Mais Dudu, c'était en Jamaïque, c'était un peu pareil, quoi. Il avait corrompu policiers militaires, puis ils ont tué des policiers, enfin... Ils ont réussi à tuer même des forces spéciales, je crois bien. Enfin, voilà. C'est un peu la même histoire que Dudu. Ou que celui qui s'est fait tuer par Arnold Schwarzenegger, aussi un autre gangster aussi, qui s'est fait tuer. Il avait tué 3 personnes, je crois. Ils avaient fait des braquages. C'était un Américain, j'ai oublié son nom. C'était un peu la même histoire aussi, quoi. Il avait voulu se repentir, il avait écrit un livre. Alors je sais pas, c'était par peur de la mort pour échapper à la peine capitale, mais bon, Schwarzy l'a quand même tué. Il a dit il mourra, il est mort quand même, quoi. Ben, voilà. Alors qu'il avait fait de la muscule 20 ans en arrière avec lui. Ouais, Schwarzy, il a pas de miséricorde, quoi. Il l'a supprimé quand même, quoi. Enfin, voilà, quoi. Moi, ça me passionne, en tout cas, ces histoires-là. Et c'est aussi à titre préventif, quoi. Et je sais que beaucoup de gens, ça intéresse beaucoup de monde, quoi. Donc, voilà. Voilà, 400 contre 1. Voilà, c'est l'histoire d'un mec qui a affronté 400 policiers à lui tout seul, un gangster. Alors, je sais pas combien de flics il a tué, mais il les a affrontés à 400. Il a affronté 400 flics à lui seul. C'est incroyable, quoi. Il s'est fait tuer après, quand même. Non, voilà. Donc, c'était un pote, comment il s'appelle le mec, déjà, j'oublie son nom. C'est au Brésil, c'est le chef du commandement sombre, quoi, le professeur. Au fait, il a été humilié, tapé par les gardiens, il a fait la prison plusieurs fois de suite. Donc sa mère a été tapée par la police, il voulait vraiment sa vengeance contre la société, quoi. Il s'est formé en prison parce que, vu que c'était un gouvernement d'extrême droite qui était passé à l'époque au Brésil, il mettait aussi en prison des mecs d'extrême gauche, quoi, qui eux étaient embêtés d'être assimilés à des gangsters, quoi. Et en fait, l'autre, ça l'a formé intellectuellement, on va dire, le chef du commando sombre. Faut avoir une cause, un peu, hein, pour avoir une cause pour foutre le bordel, peut-être, quoi. Une cause d'extrême gauche, quoi. En fait, c'est amusant parce que parfois, quand on pense mater quelque chose, un phénomène en étant plus autoritaire, c'est ça la sociologie. En fait, ils n'ont fait que renforcer le phénomène des gangs, quoi. Enfin, au Brésil, en tout cas. Lecture contre dictature, oui, ils en parlent, quoi. Après, je peux pas lire des gros passages parce que je m'expose aux droits d'auteur, quoi. Lecture contre dictature. William da Silva Lima, né pas un gosse des favelas, né en 1942 au bord de l'Atlantique, à Recife, dans le nord et luxuriant du Brésil. Il est le fruit d'un métissage qui raconte à lui seul l'histoire de son pays, surnommé la Nation Arc-en-Ciel. Sa mère est indigène et son père un métis de la classe ouvrière. Le couple ne dure pas. William a 2 ans lorsque ses parents se séparent. C'est son père qui obtient la garde. Le Brésil est le dernier pays à avoir aboli l'esclavage en 1888. 1888 et en garde des stigmates profonds. Le racisme est partout. Pire, il est quasi institutionnalisé, malgré la belle histoire développée des années 1930, lorsque le pays lance la première ligue de football multiraciale. Dans ce mirage bien ficelé, les indigènes, comme la mère de William, sont tout en bas de l'échelle. Ouais, voilà. Vient le récupérer accompagné de 2 policiers. C'est la première fois que William est confronté aux forces de l'ordre. Juste assez pour se faire son opinion, les policiers frappèrent ma mère devant mes yeux, encore et encore, se souvient-il. Ils la mirent à genoux et lui brisèrent les mains. C'est depuis ce jour que je hais la police. Ramené de force chez son père à Récif, William initia l'idéologie politique de gauche par son grand-père, forçat des champs de canne à sucre. Lui aussi sera battu par la police, comme sa mère, et là encore sous les yeux du gamin. Le son est bien en tout cas.
Il a alors 38 ans et vient à peine de s'évader de la prison la plus sécurisée du Brésil. Avec 8 complices, ensemble, ils s'attaquent à un symbole, la Banerj, la banque publique de l'État de Rio de Janeiro, située dans les quartiers chics d'Ipanema. Ouais. 3 octobre 2008, au petit matin, 300 flics surarmés envahissent les ruelles étroites de Mangueira. Au premier bruit de bottes, les habitants de la favela se passent le mot jusqu'au sommet de la colline où le commando Vermelho a installé sa base arrière. Derrière un rempart de béton armé, de 15 mètres de long sur 3 mètres de haut. Les caïds se préparent ici. On n'a pas d'habitude de voir les Allemands, surnom donné à la police et aux ennemis, mais on sait comment les accueillir. Par une pluie de balles. Mangueira devient le théâtre d'une véritable guérilla urbaine. Après plusieurs heures de raid, le gang doit abandonner du terrain. Petit à petit, les policiers s'emparent des points de deal et débusquent les cages de drogue et d'armes. Ils saisissent une tonne d'herbe, plusieurs dizaines de kilos de cocaïne ou de crack, et même des crânes humains, posés à côté d'un incinérateur, où finissent les victimes du gang. Eh ben, que Sean. Un dono par Moro, un boss par Colline, qui gère tout le business de la ville de la favela. Le contrôle des membres, les points de vente, appelés boca de fumo, bouche de fumée, peut-être parce que ce sont elles qui nourrissent tout le monde ici. Elles sont installées à l'entrée du bidonville pour que les classes supérieures puissent acheter leur dose. Et bah, dit que Sean, enfin voilà. Ça m'a parlé un peu d'autres livres aussi, que je fais la pub des livres de gangsters, tiens. Celui-là, Gang Story, avec Frank Harderer et préface de Joey Star. Quoi. C'est passionnant. On peut le trouver partout. On peut le trouver à la FNAC, on peut le trouver partout celui-là. Celui-là, Pierre Bellemare. Ça parle des sectes de la mafia. Donc ça parle d'un tas de trucs hein, aussi. Hein. Ça parlait en fait de la mafia qui a aidé à faire arrêter un mec. Je crois que c'était sa femme qui l'avait tué parce qu'il trompait son mari, c'était un haut commissaire de police. En fait, ça parle des liens entre mafia et police aussi en Italie, déjà depuis longtemps. Hein. Parce que Pierre Bellemare, il est mort, mais il était vieux. Hein. Ça fait des décennies en fait qu'il y a apparemment des liens entre police et mafieux. Quoi. Ça parle aussi des sectes, un mec qui se fait taper à l'école et qui a créé une secte et qui a voulu au Japon tuer des gens en les gazant. Je crois qu'il y a pas mal de morts, je crois aussi. Puis il tuait aussi les adeptes de secte en fait. Enfin, il leur lavait le cerveau, il exposait à des tortures mentales pour leur laver le cerveau, quoi. C'est au Japon. Ça parle bien de Pablo Escobar, ça parle d'une secte d'adolescents qui ont sacrifié des amis à eux au diable. Enfin, voilà. Tiens, je vais vous lire quelques pages. Le problème, c'est qu'il y a des droits d'auteur, je ne peux pas tout lire. Quoi. Le range de l'Apocalypse, ça, je l'ai pas encore lu. Ouais, vous voyez, l'organisation. Là, il parle de la mafia. Il y a déjà beaucoup de jeunes Siciliens
prêt à rejoindre ses rangs. Donc vous voyez, hein, ça fait depuis longtemps, hein, c'est ça qu'ils vont dire, les jeunes de nos jours respectent plus rien, alors que ça, je savais même pas né, faut que j'ai un certain âge, quoi. Il y a déjà beaucoup de jeunes siciliens prêts à rejoindre ces rangs, les rangs de la mafia. La dernière des choses serait de lui offrir de la publicité. En fait, la vérité ne sera connue que beaucoup plus tard, à la suite des investigations d'un journaliste plus curieux que les autres, parvenu à faire parler plusieurs témoins. Au procès, en tout cas, ce n'est pas Ettore Damiani non plus qui va vendre la mèche. Il est décidé à taire le rôle de la Cosa Nostra dans cette affaire. Au président qui s'étonne à plusieurs reprises qu'il se soit rendu aussi facilement, qu'il se soit en quelque sorte jeté dans les bras des policiers, il répond obstinément: c'est le remords, monsieur, c'est le remords. Voilà. Il est pas mal le son, en tout cas, le mixte. Le commissaire est dans cet état d'espoir lorsque survient un coup de théâtre. Une personne l'appelle à son bureau. Elle a insisté pour lui parler personnellement, mais lui n'est pas décidé à faire preuve de la moindre patience. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Mon nom ne vous dirait rien. Salvatore Rocca s'apprête à raccrocher. Encore un correspondant anonyme. Il y en a déjà des dizaines depuis le début de l'affaire, et de toute façon, il ne pourrait rien lui apprendre puisqu'il connaît les coupables. Mais son interlocuteur a dû deviner son intention. Ne raccrochez pas, commissaire. Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez très bien mon organisation. Je vous parle de la mafia. Oui, en fait, c'est la mafia qui m'a attrapé le mec qui a tué. C'est un homme important. C'est qui ce gars déjà? Oui. Grâce à la mafia, voilà. Ah, il s'appelle Francisco, le mec qui se fait tuer, voilà. Un couple se promène bras dessus, bras dessous, dans les rues d'Argentine, il fait beau. Ce 30 mars 1960, il s'est fait en Argentine, il fait même chaud partout ailleurs, en Italie. C'était encore le printemps, mais ici, dans le sud de la Sicile, on dirait déjà été. Quelques personnes saluent l'homme et la femme sur leur passage, car ce ne sont pas des inconnus, mais des personnalités locales. Il s'agit du commissaire principal Minatori et de son épouse. Ouais, je crois que son épouse qui aurait peut-être fait tuer son mari, peut-être, hein. Ouais, parce qu'ils ont été le mec qui l'a tué grâce à la mafia, voilà. Luis Francisco, à la cinquantaine, débonnaire, avec son léger embonpoint et une calvitie naissante. Elle, Annabelle, 35 ans, est une belle brune, élancée, et cette promenade n'est pas comme les autres. Pour eux, c'est leur dernier jour en Sicile. Demain, ils quitteront l'île pour le continent. Francesco Minatori vient d'être affecté dans la capitale, sauf que les Minatori ne feront pas leur valise. Le destin a décidé autrement. Personne n'a vu un jeune homme en chemise blanc avec un casque de moto surgir d'une porte cochère plutôt, un pistolet à la main. Calmement, il vise dans le dos du couple. Voilà, il le tue. Raisonnement, 4 détonations, espacées avec une régularité d'horloge. L'instant d'après, l'exécuteur bondit sur un scooter qui attendait le long du comptoir, puis disparaît de la circulation. Ouais, ok, oui. Là, il parlait du gourou de la secte, ouais. Celui que je parlais tout à l'heure, là. Niveau de confiance supérieur, à moins, bien entendu, qu'il n'ait jamais cru à son propre enseignement, ce qui est certainement la vérité, et le mot de la fin concernant ce sinistre personnage. Voilà. Ce sinistre personnage. Ça, c'est au Japon, il y a des décennies aussi, hein. C'est bien Aum qui a déversé le sarin et non le malheureux garagiste. Le gourou d'homme est également inculpé du meurtre de l'avocat Sakamoto de sa famille. Ouais, ça me rappelle ça. En fait, il avait lavé le cerveau d'un mec de le tuer, quoi. Un mec de sa secte, quoi. Le gourou d'homme est également inculpé du meurtre de l'avocat Sakamoto et de sa famille. En septembre 1995, à la suite d'aveux de membres emprisonnés de la secte, des recherches ont lieu autour du mont Fuji.
Et la vérité éclate enfin. On retrouve les corps de, on retrouve les corps de Tsutsumi Sakamoto, de sa femme Satoko et de leur bébé d'1 an. Enfin voilà, ça c'était le gros de la secte. En fait, il avait un handicap, des problèmes de vue, mais il a voulu se venger plus tard, quoi. Il a attendu des années avant de se venger, en tuant des gens qu'il connaissait pas, quoi. Tout ça, ça fait partie de la sociologie, quoi. On voit comment ces gens viennent, enfin, qu'est-ce qui les a poussés à devenir comme ça, quoi. Bien sûr, faut pas faire comme eux, parce que sinon ça finit mal, quoi. Les bêtes de Satan, oui, c'est passionnant. Philippothermie, 19 ans, considère d'un air satisfait la tenue qu'il vient de revêtir. Chemise noire, pantalon noir, veste noire, bottines noires et au doigt une grosse bague argentée représentant un crâne humain. Décidément, tout est parfait. Avec son physique longiligne, ses cheveux très bruns et son visage émacié, Filippo Termi a quelque chose de fragile et de romantique. Il regarde sa montre, il est près de 20 heures et la soirée à venir promet de ne pas être ordinaire. Ce 21 septembre 1998 est à la fois un jour de pleine lune et le solstice d'automne, soit le moment satanique par excellence. Celui où les forces du mal ne demandent qu'à se répandre sur la terre. Alors pourquoi n'y aurait-il pas tout à l'heure un sacrifice humain? Cela fait déjà un moment qu'ils en parlent entre eux et Cozy. Leur chef leur a conseillé de se tenir prêt pour ce grand moment. Alors qui sera la victime? Quelqu'un d'extérieur au groupe ou l'un d'entre eux? Voilà près d'un an que Filippo Ebalicochon termine étudiant en dessin industriel. Vivant chez ses parents dans un pavillon de la banlieue de Milan, donc c'est encore en Italie, a rencontré dans un concert de rock Enzo Guerrieri qui s'est fait appeler Ozzy. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Enzo Guerrieri n'est pas quelqu'un d'ordinaire. La trentaine, toujours habillé de manière extravagante. Il a tout de suite exercé une vive fascination sur Filippo. Il s'est présenté à lui comme le chef d'un groupe de hard rock, le Circus Satanicus, et lui a demandé si cela l'intéressait d'en faire partie. Filippo Termi, grattant un peu de guitare électrique à ses heures, n'a pas dit non, et Enzo lui a donné rendez-vous chez lui. Comme quoi, c'est vrai, tous ceux qui disent les jeunes de maintenant, mais il n'y a rien de nouveau, parce que ça se trouve, c'est peut-être dans les années 80, ça. Enfin, voilà. Je me demande si c'était même pas pire à cette époque, carrément. Pas beau, voilà. J'ai l'impression qu'il y a toujours chez les gens qui ont un certain âge un peu de jalousie vis-à-vis des jeunes, quoi. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ah, on va continuer, on va essayer, parce que là, vraiment, ça commence fort, voilà. C'est extraordinaire, quoi, quand même. Parce que là, en plus, apparemment, c'est des gens qui sont aisés, quoi, qui ont de l'argent, hein. C'est pas des grosses merdes, quoi, hein. L'autre étudiant, l'autre fait partie d'un groupe de musique, donc je sais pas pourquoi ils font n'importe quoi, tu vois. Alors, si Ozzy n'est pas quelqu'un d'ordinaire, son intérieur est tout aussi original. Célibataire, il vit dans un petit appartement de Milan. Les pièces, quand Filippo Termi y a pénétré, se trouvaient dans un désordre indescriptible, avec des objets étranges qui traînaient un peu partout, un crucifix, un trident, un hibou empaillé,
Ainsi boire. Philippe n'avait pas dit de mots à Enzo qu'un bruit étrange au fond d'eau l'avait fait sursauter. Qu'est-ce que c'est? Enzo Guerri avait éclaté de rire et a été allé ramasser une forme sur le sol. Philippothermie avait sursauté de plus belle. Il s'agissait d'un python que son visage, d'un python carrément que son vie s'était mis à caresser. Oh bah voilà, là ça commence fort. Vous voyez, là, on a affaire vraiment à des psychopathes. Quoi, là, voilà. Bah voilà. Quoi. Ça, je le conseille. Ceux qui aiment ces histoires-là, alors là, ils vont. Là, c'est du nectar pour vous. Ceux qui aiment l'histoire des bandits, des mafieux, des psychopathes, vous allez aimer ça, quoi, vraiment. Secte, mafia, tout ce qui est Pierre Bellemare, vous allez aimer aussi. Hein. Je conseille La Griffe du Chien aussi. Il y a aussi Au-delà du mal qui est quelque chose aussi. Hein. Même Stephen King. Pourtant, Stephen King, c'est vraiment le mec. Stephen King, il a plus d'une vie peut-être de romans d'horreur. Il a recommandé ce livre. Hein. Stephen King, il a recommandé Au-delà du mal, quoi, de Chain Seven. Voilà. Vous le faites écouter un peu le mixte, quoi. Oui, surtout que les gens qui ont là un certain âge, il y a beaucoup des vieilles racailles qui ont peut-être pas réussi à être riches comme ça, qui vont critiquer les jeunes. Oh, ils ont oublié comment ils étaient. C'est comme s'il y avait un peu de jalousie, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, quoi. Bon, j'en dirai pas plus, quoi. Comme dit Black AM, je ne dirai rien, quoi. Et, ouais. Souvent les vieux Hicham de merde, quoi. Ouais. Fabrice, quoi. Voilà. C'est bon ça, c'est vrai. Quoi. Peut-être même des Royan, quoi. C'est pas pour inciter à la délinquance, hein, voilà, loin de là. Mais je veux dire que t'as des mecs, j'ai l'impression, ils ont échoué leur vie de délinquant et ils vont jalouser la vie de délinquant des jeunes en disant qu'ils sont pires qu'eux, quoi. Enfin, voilà. Ok, tout ça, ça se passe dans les années 80-90, hein, la plupart de ces histoires. Donc on voit que c'était même pire à l'époque. Hein. Enfin, voilà. Ça se trouve. Parce que là, c'était vraiment une époque où personne croyait en Dieu, à cette époque-là. Enfin là, ça commence à revenir, quand même plus de gens qui apostasie, quoi. Mais après 68, plus personne croyait en Dieu, hein, vraiment. C'était vraiment l'idée, John Lennon, monde sans frontières, sans Dieu, enfin voilà. Tu te fumes un joint, il est interdit d'interdire, enfin voilà. Tout le monde fait ce qu'il veut, enfin voilà. Mais là, avec le mouvement des apostats, que ce soit de l'islam ou des apostats du christianisme, on revient un peu à ça, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, quand même, ces religions, on a beau les critiquer, ça a freiné un peu le phénomène, à un moment donné en tout cas. Bon, un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Quoi. Enfin, c'est mon analyse à moi, quoi. C'est mon analyse à moi, vous, ce qu'est vous. Ah, c'est passionnant. En tout cas, ces histoires, je trouve ça trop passionnant. Bon, bah voilà. À plus, les amis.